Bonjour à tous. La vidéo numéro 16 avait pour but, entre autres, de présenter quelques pays dont les langues sont à peu près imperméables à l'invasion de l'anglais. Dans la vidéo numéro 16, j'ai mentionné le livre de Carreter qui semble affirmer que l'espagnol se dégrade sous l'influence de l'anglais. Mais en fait, l'espagnol est l'une des langues de l'Europe continentale qui résiste le mieux à l'invasion de l'anglo-américain. Une amie vient de me signaler le fait que l'Espagne est, en Europe, le pays qui traduit le plus les titres anglais de films qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément d'origine anglo-américaine. Cela fut par exemple le cas pour le film chinois qui sortit en salle il y a quelques années sous son titre anglais Lust, Caution, et que de rares pays occidentaux traduisirent, dont l'Espagne, en espagnol bien sûr, Deseo y Peligro, et le Québec en français, sous le titre donc Désir, danger. Évidemment, il n'est pas question de fournir ici une liste exhaustive des pays offrant ce type de résistance, mais je ne peux m'empêcher d'en mentionner quelques autres, vu l'importance qu'ils représentent et auxquels on s'attend le moins. Ces signes de résistance existent par exemple dans d'anciennes colonies britanniques, et non des moindres puisqu'il s'agit des Indes orientales. L'anglais est devenu, depuis de nombreuses années, la principale cible des nationalistes qui veulent l'éradiquer totalement du pays. Ceux qui visionnent ma vidéo n'ont probablement jamais entendu parler de Mulayam Singh Yadav, qui est un homme politique indien qui est décédé l'année dernière, c'est-à-dire en 2022. Alors qu'il était ministre de la Défense, il jura à Chennai, c'est-à-dire Madras, que lui et ses colistiers ne prendraient pas de repos avant que l'usage de l'anglais soit totalement éliminé du pays. Suivant cette tendance, les anciens noms anglais ont été remplacés par des équivalents indigènes. Mumbai pour Bombay, par exemple, Chennai pour Madras, Kolkata pour Calcutta, etc., etc. Le 15 mai 2000, le magazine américain Newsweek osa publier un article remettant en question la croyance d'un engouement universel vis-à-vis de l'anglais. Cet article annonçait la décision prise par les autorités d'État du Bengale de rabaisser l'anglais au statut de langue non officielle dans le cadre de toutes les transactions gouvernementales officielles. D'ailleurs, Narendra Modi, actuel Premier ministre des Indes, a cessé de s'exprimer en anglais dans toutes les circonstances officielles de sa fonction. Ce n'est guère étonnant puisque Modi rejoignit le BJP en 1987, qui est un parti nationaliste hindou. En 2014, de très sérieuses émeutes ont eu lieu à New Delhi pour obtenir la suppression des tests dans la langue de l'ancien colon dans le cadre des concours d'accès à la fonction publique. C'est un petit test d'anglais qui, dans les faits, déclencha une gigantesque tempête politique à cette époque et qui entraîna même des suspensions de séances au Parlement indien. Je voudrais également faire un bref commentaire sur la situation de la péninsule coréenne. Les deux Corées offrent un contraste saisissant en ce qui concerne l'invasion de l'anglais. L'alphabet coréen, appelé Hangul, est en fait un système phonétique qui, contrairement aux idéogrammes chinois, ne constitue pas une barrière naturelle aux emprunts lexicaux étrangers. C'est ainsi qu'en 2002, l'Institut coréen du langage avait dénombré 24 000 anglicismes dans la langue utilisée au sud, alors qu'il n'en existe aucun en Corée du Nord. Ce chiffre de 24 000 est probablement très exagéré. J'ai moi-même été invité par l'université Hankook en Corée du Sud dans le cadre d'une conférence en 2014 et durant la semaine que j'ai passée à Séoul, les emprunts lexicaux à l'anglais en coréen oral furent pour mes oreilles profanes totalement indétectables. D'ailleurs, le projet de dictionnaire commun entre les deux Corées montre que 70 ans de séparation entre les deux pays n'ont pas résulté en des différences irréconciliables sur la question de la langue.
Il s'agit toujours d'un seul et même peuple, et contrairement à la croyance que la Corée du Nord vit en autarcie complète, celle-ci a quand même des échanges commerciaux avec la Chine qui y a installé de nombreuses usines. Il est évident toutefois que si la volonté de communication entre les deux Corées existe bel et bien, elle est quand même sévèrement limitée par la conjoncture politique internationale actuelle. En effet, il ne faut pas oublier la présence de 28 500 soldats américains en Corée du Sud, dont une partie de l'entretien est payée par les Coréens eux-mêmes. Et le fait que le gouvernement états-unien surinfecte régulièrement les contentieux qui existent entre les deux Corées pour justifier leur présence et la prétendue protection qu'ils apportent à la Corée du Sud. Je souhaite ici revenir au Japon où j'ai vécu 3 ans dans le cadre de mon travail au début des années 90. J'avais été frappé à l'époque par le degré d'obséquiosité que les Japonais montraient vis-à-vis des Américains et de leur ferveur apparente à étudier l'anglais. Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi. Après la prise de Singapour par les Japonais en 1942, lors de la purge qu'ils y organisèrent pour éliminer tous les collaborateurs des Anglais, ils testaient les Chinois ethniques en leur faisant signer leur nom sur un bout de papier. Ceux qui signaient leur nom en caractère latin ou qui déclinaient leur identité en anglais étaient immédiatement exécutés, tandis que ceux qui signaient leur nom en idéogramme étaient épargnés. Pourtant, après l'écrasement du Japon en août 1945, de farouches ennemis des Américains qu'ils étaient, les Japonais basculèrent presque instantanément vers un comportement de collaborateurs zélés. Karel van Wolferen, dans son ouvrage intitulé « L'énigme de la puissance japonaise », décrivit ce revirement soudain qui inaugura une ère d'alliance apparente avec les États-Unis. Aujourd'hui encore, le Japon acquiesce et applique toutes les mesures de politique étrangère dictées par les États-Unis et achète préférentiellement des Boeing aux Airbus et du matériel militaire états-unien à l'exclusion de toute autre source étrangère. Cependant, si l'on regarde d'un peu plus près, le Japon, tout comme la Chine, cultive et forme lui-même ses élites dirigeantes. Si, il y a quelques années encore, il était à la mode pour un chercheur en électronique ou en informatique de faire un stage aux États-Unis, tous les cadres d'entreprise, tous les hauts fonctionnaires, tous les scientifiques de haut niveau sont formés en quasi-exclusivité dans les universités nationales et écoles japonaises, à l'exception de stages temporaires qu'ils peuvent effectuer à l'étranger. Les Japonais ne promeuvent pas à des postes clés ceux de leurs citoyens qui sont partis à l'étranger pour y accomplir leur cycle d'études après la fin de leurs études secondaires. Les plus talentueux des jeunes Japonais rêvent d'entrer à Todai, c'est-à-dire Tokyo Daigaku ou l'université de Tokyo, ou Kyodai, Kyoto Daigaku, c'est-à-dire l'université de Kyoto, qui est réputée particulièrement dans les domaines scientifico-techniques. Cela plutôt que de traverser l'océan Pacifique pour intégrer Harvard ou Stanford, qui n'héritent en définitive que des seconds couteaux. Tandis que les futurs dirigeants d'Europe occidentale et des pays de l'OTAN apprennent à parler couramment anglais et passent du temps à Washington au sein d'institutions mondialistes comme le FMI, la Banque mondiale ou Goldman Sachs, ou encore comme le Belfer Center for Science and International Affairs de l'université de Harvard, le Japon ne suit nullement ce modèle de formatage des esprits qui est conçu pour former les futurs vassaux des États-Unis. C'est ainsi que les Américains finissent par douter de la fiabilité de leurs prétendus alliés japonais. La diplomatie et l'économie japonaise font toujours preuve d'une indépendance obstinée, ce qui suscite des inquiétudes dans la foulée de Davos lors des campagnes Covid-19 organisées par les mondialistes. Des directives émises par des autorités prétendument internationales n'ont eu que peu d'effet au Japon et n'ont été que partiellement mises en œuvre. Et de plus, comme je l'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, les éminences grises et les scientifiques japonais continuent de publier dans leur langue leurs meilleures communications et papiers de recherche.
Je voudrais maintenant parler de l'Irak, de Saddam Hussein. On connaît les faits. En 1990, il y a la guerre du Golfe, suite à l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, qui veut récupérer ce pays artificiellement détaché de la Mésopotamie par les Anglais en 1914. Jusqu'en 2003, l'Irak subit des sanctions et un embargo féroce et doit aussi tolérer une zone d'exclusion aérienne sur une très grande partie de son territoire. Bien qu'il parle de coalition internationale, ce sont les États-Unis qui mènent la danse dans toutes ces opérations et le régime irakien les identifie clairement comme son ennemi. Pour Saddam Hussein, cet ennemi doit être combattu par tous les moyens. Les moyens militaires de l'Irak ont été presque anéantis, mais Saddam va en trouver d'autres non militaires. Les États-Unis tirent également leur force de l'utilisation du dollar et de l'usage international de l'anglais. Il va donc essayer de combattre les États-Unis sur ces deux nouveaux fronts. Saddam Hussein déclare donc que son pays n'acceptera plus de dollars pour ses ventes de pétrole, mais des euros. Ce qui se passe au niveau de l'anglais est beaucoup moins connu. Saddam veut remplacer dans toutes les universités du pays l'enseignement de l'anglais par celui du français, comme moyen d'ouverture sur la scène internationale. Cela toutefois suit un mouvement déjà enclenché dans les années 80. D'autre part, l'Irak a un vice-premier ministre qui est chrétien et très francophile en la personne de Tariq Aziz. Déjà en 1985, on assiste à la création de l'association intitulée Amitié franco-irakienne par Gilles Munier, Jacques Berck, Jean-Pierre Chevènement et Paul Balta. En 1995, il y a l'ouverture d'une section d'intérêt à Bagdad de l'Institut français d'Irak pour les étudiants irakiens. L'Institut français du Proche-Orient est implanté dans la citadelle d'Erbil, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a aussi à Bagdad la Chambre de commerce et d'industrie franco-irakienne ou CCIFI. Le parti Baas de Saddam Hussein considérait alors la France comme son meilleur allié occidental en dépit de la participation de la France à la première guerre du Golfe. Je vais ici raconter une anecdote personnelle pour que l'on comprenne bien la suite de ma présentation. Lorsque je travaillais à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, je m'étais fait copain avec son président et avec lequel j'avais effectué d'ailleurs plusieurs missions dans le cadre des relations internationales de l'université. Un jour, alors que nous discutions assis côte à côte dans un avion, je lui avais posé la question de savoir pourquoi il ne parlait pas allemand. C'était un Jurassien qui s'était spécialisé en optoélectronique. Il avait fait d'ailleurs la plus grosse partie de sa carrière en Franche-Comté à quelques encablures de l'Allemagne. Normalement, en tant qu'excellent représentant des élites technico-scientifiques de la région, il aurait dû être sur le front des projets de coopération avec l'Allemagne. Mais il me fit la réponse suivante. « Je ne parle pas allemand et je n'ai pas étudié cette langue car mon père s'y opposait. Il ne voulait pas que j'apprenne la langue d'une nation qui a été si longtemps notre ennemi et qui a causé des dégâts considérables dans cette région de notre pays. » Sa réponse me fit comprendre que lorsqu'on combat un ennemi, tout ce qui caractérise cet ennemi doit être évité, contourné ou combattu frontalement. Pour moi, sa réponse éclaira l'attitude de Saddam Hussein dont j'ai parlé précédemment, et elle va aussi permettre de comprendre ce dont je vais maintenant parler. Je voudrais faire un commentaire sur les photos qui sont présentées ici. Elles ont été prises par des agences de presse en Ukraine peu après la libération ou la conquête de Marioupol par les Russes en mai 2022. Ceux qui visionnent ma vidéo choisiront les termes « conquête » ou « libération » suivant leur opinion sur la situation actuelle en Ukraine. On voit sur ces images des panneaux bilingues annonçant l'agglomération de Marioupol, rédigés en ukrainien et en anglais, qui sont remplacés par des panneaux unilingues russes. Pour comprendre ce geste, il faut d'abord examiner la situation linguistique de l'Ukraine avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe du 24 février 2022. La carte suivante montre l'utilisation de la langue russe sur le territoire ukrainien. Dans l'est du pays, 92,7% des habitants étaient de langue maternelle russe.
Dans le sud, c'est-à-dire les régions de Mariupol, Kherson et Odessa, cette proportion s'élevait à 84,5%. La région du centre-est du pays, c'est-à-dire celle de la capitale Kiev, les russophones représentaient près de 60%. Par contre, à l'ouest du pays, on voit que l'ukrainien domine nettement. La carte ne montre pas les zones où vivent quelques minorités roumaines près de la frontière avec la Roumanie. Il existe également des minorités de langue hongroise et polonaise qui souhaitent leur rattachement à la Hongrie et à la Pologne respectivement. Je renvoie ceux qui visionnent cette vidéo à l'histoire de l'Ukraine pour comprendre que l'Ukraine n'a strictement rien à voir avec des pays comme le Brésil ou la France. C'est un pays multiethnique et multilingue dont les frontières ont été arbitrairement décidées par des dirigeants extérieurs non ukrainiens dans des buts qui sont facilement identifiables, mais cela déborde nettement de mon propos ici. Depuis fort longtemps, en Ukraine, les deux langues principales, à savoir l'ukrainien et le russe, sont largement utilisées. La plupart des Ukrainiens, dont la langue maternelle est l'ukrainien, connaissent aussi le russe, et jusqu'en 2014, comme d'ailleurs dans toutes les ex-républiques socialistes soviétiques, les chaînes russes de télévision étaient largement diffusées et suivies par une majorité de la population, car elles diffusaient des reportages, des émissions de variété, des documentaires d'une excellente qualité, comme la BBC par exemple le faisait encore jusqu'à récemment en Asie et dans les pays où l'anglais est langue officielle. L'ukrainien est toutefois considéré par les Russes comme un patois, sans valeur, exactement comme certains Français du Nord se font une idée assez peu flatteuse du provençal, ou comme certains Castillans croient pouvoir mépriser souverainement le catalan. L'ukrainien diffère du russe à peu près dans la même mesure que le portugais diffère de l'espagnol. Il a son système phonétique particulier, une structure grammaticale bien distincte de celle du russe, et un vocabulaire proche de celui de toutes les langues slaves, mais bien typique. 3 lettres russes sont absentes de l'alphabet ukrainien, qui a en revanche 4 lettres inconnues en russe. Il ne faut également pas oublier que le russe est aussi la langue européenne qui a le plus de locuteurs en Europe, comme le montre le tableau qui s'affiche à l'écran. Le graphique suivant est pris d'un livre qui a plus de 20 ans, mais qui permet de se rendre compte de l'importance relative de chaque langue. Contrairement à une croyance populaire, la langue russe se maintient dans les anciennes républiques socialistes soviétiques, à l'exception des États baltes qui comptent malgré tout une proportion russophone non négligeable. La Lituanie en a 6,3%, la Lettonie 28,5%, l'Estonie 26,5%. Les Occidentaux qui visitent les anciennes républiques socialistes soviétiques s'y font comprendre dans un mauvais anglais, en pensant que ces pays ont basculé massivement à l'anglais, alors que le russe demeure la lingua franca pour les citoyens d'autres anciennes républiques socialistes soviétiques. Un Géorgien qui visite le Kazakhstan ne se fait pas comprendre en anglais, mais en russe. Un Moldave qui va au Tadjikistan s'y exprime en russe, et réciproquement. En ce qui concerne l'Ukraine, de nombreux Ukrainiens ont de la famille en Russie, et les mariages mixtes ont été extrêmement nombreux. Depuis 2014, c'est la Russie qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens, avec 3,5 millions de personnes, et largement devant la Pologne. 2014 est l'année du coup d'État organisé et financé par les États-Unis pour renverser Yanukovych et installer en Ukraine un gouvernement dominé par les ultranationalistes ukrainiens à qui on a fait miroiter l'illusion qu'une homogénéisation linguistique du pays est possible. La toute première mesure du nouveau gouvernement est d'interdire l'usage des langues dites minoritaires. Mais ce qui est surtout visé, ce n'est ni les minorités hongroises, ni roumaines, ni polonaises. C'est le russe qui est dans le collimateur et qui n'est pourtant pas du tout minoritaire. Il est évident que cette mesure fut suggérée par les Américains qui infiltrent depuis 2014 les divers gouvernements ukrainiens. La nouvelle loi bannissant le russe est signée par un pasteur d'obédience américaine.
On remarque aussi qu'à partir de 2014, toute la nouvelle équipe gouvernementale ne rate pas une seule occasion pour annoncer l'anglais avec tous les visiteurs internationaux en Ukraine. En Crimée, où le russe est la seule langue utilisée, on affiche la volonté de changer les noms des familles pour leur attribuer des patronymes de consonance ukrainienne. Les notices d'utilisation des médicaments rédigés en russe disparaissent. Les tribunaux, au civil comme au pénal, interdisent l'usage du russe, ce qui a pour résultat de flouer de manière systématique les Criméens, qui sont presque tous de langue russe. Le russe comme langue d'enseignement est interdit, comme au Donbass, et les programmes d'enseignement, en particulier ceux d'histoire, sont profondément modifiés. Durant sa campagne électorale, Zelensky, qui parle d'ailleurs le russe couramment, promet de rétablir le russe comme langue officielle, mais sa promesse est oubliée dès qu'il est élu. Toutefois, cette persécution linguistique tourne à l'hystérie. Tout d'abord, au Donbass, après le début du mouvement sécessionniste, les gens de Lugansk découvrent sur le corps d'un officier britannique qui vient d'être tué les plans d'un projet d'éviction de la population russophone du Donbass, Manu Militari, qui représente pas moins de 4 millions d'habitants. En mai 2022, le délire monte encore d'un cran. On apprend que le ministre ukrainien de la Culture a décrété la destruction de tous les livres russes publiés en langue russe ou traduits du russe. On parle ainsi de plus de 100 millions d'ouvrages qui doivent partir au pilon. Parallèlement, les films russes, les sportifs, les artistes russes sont bannis, ainsi que la musique des grands compositeurs russes. On confisque de manière systématique les biens des opposants à ces mesures et les biens des Russes. Il faut noter qu'il faut remonter à l'Allemagne hitlérienne pour trouver dans l'histoire de telles mesures confiscatoires et que les derniers auto-da-fé remontent à 1933. En 1933, les nazis brûlent des livres, mais pas parce qu'ils sont écrits en turc, en japonais ou en anglais. Ils brûlent des livres rédigés en allemand, mais qui présentent un contenu indésirable pour le régime nazi. Pourtant, dès leur arrivée au Sud-Vietnam, les Américains firent exactement pareil quand ils emportèrent par milliers les livres français des bibliothèques universitaires vers les décharges pour les remplacer par des livres américains dans toutes les disciplines. À ce type d'exception près, il faut vraiment chercher dans l'histoire du monde pour y trouver une telle frénésie à effacer la langue d'un peuple et l'influence qu'elle exerce. J'en reviens maintenant aux panneaux routiers de Marioupol. Après la reconquête de Marioupol, les russophones de la région enlèvent des panneaux bilingues rédigés en ukrainien et en anglais. L'ukrainien s'écrit, comme le russe, en caractère cyrillique. Mais, comme on l'a vu, l'orthographe du nom de la ville est légèrement différent. Par contre, la version en caractère latin est clairement une version anglaise, puisque Mariupol s'écrit Mariupol, M-A-R-I-U-P-O-L, en anglais, alors qu'il s'écrit Mariupola en polonais, Mariupolba en hongrois, Mariupolu en tchèque, et on a également, je présente ici également la version bulgare. D'ailleurs, parallèlement aux autres mesures linguicides prises par le gouvernement ukrainien vis-à-vis du russe, l'enseignement obligatoire de l'anglais est décrété dans toutes les écoles du pays. Les valets des Américains du gouvernement ukrainien déroulent visiblement un programme qu'on leur a dicté. Les objectifs sont clairs. Il faut arracher à l'influence russe les 51 millions d'habitants de l'Ukraine et transformer ce pays en ennemi déclaré de la Russie. 51 millions d'habitants en 1991, 41 millions 10 ans plus tard et 21 millions aujourd'hui. Cette chute drastique de la population est un drame effroyable pour le pays dont l'intelligentsia est partie depuis longtemps pour enrichir d'autres contrées, dont essentiellement la Russie. Le réflexe des russophones de Marioupol est donc de faire reprendre aux Russes la place qui est la sienne depuis que les bolcheviks avaient rattaché les régions russes à l'Ukraine dans le but de prolétariser ce pays, jugé à l'époque trop agricole et à l'esprit paysan. Leur rejet de l'anglais est aussi évidemment
éminemment compréhensible puisque tous les malheurs de l'Ukraine viennent d'une lutte géopolitique dont l'initiative a été clairement prise par les États-Unis. La brutalité dont a fait preuve le gouvernement d'Ukraine en matière de langue est pourtant extrêmement rare. Il est clair que cette brutalité est rarissime et qu'elle ne fut suggérée au gouvernement ukrainien que pour provoquer une réaction armée de la part de la Russie. Ce que les anglomanes appellent soft power est beaucoup plus efficace sur le long terme. C'est exactement ce qui fut appliqué en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Avec l'anglais et les conseillers en économie de Harvard, les États-Unis vinrent véritablement coloniser les élites russes en les convainquant d'appliquer les traitements de choc qui aboutirent au pillage des ressources de la Russie durant la décennie des années 90 et qui vit l'émergence des oligarques. Des questions se sont posées par la suite durant la phase de redressement du pays et il est apparu clairement que ceux qui avaient suivi les recommandations économiques états-uniennes avaient souvent été formés aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans le reste de l'Europe, appliquant ainsi des solutions pour le moins mal adaptées à l'environnement russe. Durant l'ère Yeltsin, l'anglais fut étudié avec avidité par les élites russes, dont Medvedev fut un excellent exemple. Il devint l'espoir de l'ouverture du pays vers les réformes et le changement. De nombreux Russes aisés envoyèrent leur progéniture aux États-Unis pour y étudier dans le but de les ramener en Russie avec une tête bien formée en formule gagnante. Mais avec l'anglais, l'idéologie et la propagande états-unienne fit aussi son entrée fracassante en Russie. Le gouvernement actuel de la Russie a mis des années à s'en rendre compte, mais cela explique les changements à la constitution russe qui furent approuvés par la population lors du vote de juillet 2020. Les modifications de la Constitution prévoient que désormais, les fonctionnaires, les ministres et les candidats à la présidence russe ne pourront avoir ni double nationalité, ni avoir obtenu un document de séjour ou de résidence à l'étranger, et ils devront avoir vécu en Russie un minimum de 25 ans. Les enfants de la grande majorité de l'élite russe actuelle, issus de la période Yeltsin et qui étudient à l'étranger sont donc déjà hors jeu des sphères de gouvernance de la Russie post-Poutine. Ne seront pas tsars de la Russie les enfants dont le logiciel mental aura été façonné à Yale, Stanford ou la Sorbonne, exactement comme c'est déjà le cas en Chine. Il y a donc ici mise en échec de l'élite mondialiste parlant anglais et qui veut découper le monde en zones dont la gouvernance serait sous la houlette du centre de l'Empire, c'est-à-dire sous la houlette des États-Unis d'Amérique. En cela, seuls les naïfs et les imbéciles pensent encore que l'anglais est une langue neutre. Nous devons revenir ici au discours de Winston Churchill qu'il fit à Harvard le 6 septembre 1943 et que l'on peut facilement trouver sur Internet. Dans ce discours, il encourage les anglo-saxons à faire l'effort de répandre leur langue sur la planète le plus possible. Il évoque le Basic English, un anglais résolument appauvri pour capter les peuples non anglophones dans l'orbite des vrais décideurs dont ils suivront les instructions. Je fais une parenthèse ici pour dire que j'ai eu un contact avec ce Basic English une fois dans ma vie à l'université anglaise de Cranfield, avec laquelle l'université de technologie de Belfort-Montbéliard voulait établir des échanges. Si ma mémoire est bonne, Cranfield se situait à 30 ou 40 km à l'ouest de Londres et avait déjà des programmes de coopération avec beaucoup d'universités du continent. Je fus envoyé en mission à Cranfield avec d'autres professeurs de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard pour établir et développer cette coopération. Il est clair que les professeurs et délégués aux relations internationales de Cranfield avaient reçu pour consigne d'utiliser avec tous les visiteurs étrangers ce Basic English, qui ressemblait fort à ce que j'appelle un parler bébé, mais qui ne semblait surprendre en rien les collègues qui m'accompagnaient. Dans son discours de Harvard, Churchill déclara que les futurs empires seraient des empires de l'esprit,
Il ne parla pas d'occupation par la force, alors que curieusement, on était en 1943, en plein effort de guerre pour libérer l'Europe du joug nazi. Quand on suit au fil du temps les actions qui furent entreprises par la suite, il nous faut nous arrêter à Anglo-American Conference Report de 1961, un document confidentiel destiné non au grand public, mais au British Council, qui donne également une idée que la propagation de l'anglais ne vise pas seulement à remplacer une langue par une autre, mais à imposer de nouvelles structures mentales, une autre vision du monde. D'après le rapport, l'anglais devait devenir la langue dominante. La langue maternelle serait étudiée chronologiquement la première, mais ensuite l'anglais, par la vertu de son usage et de ses fonctions, deviendrait la langue primordiale. Le rapport précise aussi que l'anglais devait tendre au monopole dans les domaines culturels et devenir incontournable dans les spécialisations scientifiques et techniques. Et que, dans un milieu international, les locuteurs de langue anglaise devaient se montrer totalement intolérants quant à l'usage d'autres langues dans l'exercice de leur participation. Le rapport précise, si des ministres de l'Éducation nationale, aveuglés par leur nationalisme, je cite, refusent, c'est le devoir du noyau anglophone, de l'autorité anglophone, de passer outre. Ceci nous amènera dans la prochaine vidéo au processus de Bologne, qui est dans son principe un processus de rapprochement des systèmes d'études supérieures européens amorcé en 1998 et qui a conduit en 2010 à la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur, constitué de 48 États. J'en parlerai ici car il s'agit d'une énième tentative de structurer les champs de l'enseignement supérieur par un modèle essentiellement états-unien et dans lequel l'anglais constitue la lingua franca destinée à irriguer l'ensemble. J'ai encore énormément de sujets à couvrir dans cette série de vidéos. Il me faudra parler de la francophonie institutionnelle et des organismes qui en dépendent et qui ont souvent peu de relations avec la francophonie tout court. Mon passage par l'Agence universitaire de la francophonie fut particulièrement précieux et utile pour juger de l'intérieur le rôle des divers organismes institutionnels et la manière dont ils remplissent leur mandat. Le Québec et le Canada feront l'objet d'au moins 2 vidéos. Je parlerai aussi du rôle des académies linguistiques, dont bien sûr l'Académie française, et du rôle qu'elle est censée jouer. Il y aura aussi des commentaires sur Internet et les moteurs de recherche sur lesquels les États-Unis ont un véritable monopole avec toutes ses conséquences sur les pays francophones qui sont loin d'être les seuls affectés bien sûr. Parallèlement, le format des vidéos évoluera, mais je vous en laisse la surprise. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et collègues de travail. Devenez membre d'Impératif Français. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.